Moigny-sur-École, une petite commune de l'Essonne, en région parisienne. Un village tranquille qui bascule dans l'horreur en février 2004. Un cadavre est retrouvé sans main, sans pied et sans tête, à moitié carbonisé. La drôle de surprise d'un cycliste hier matin près de la forêt d'Avaux à Chanqueuil dans l'Essonne. Alerté par une forte odeur de brûlé, un cycliste a trouvé un corps humain en train de se consumer sur ce parking de la forêt des Grands Avaux. Le cadavre est celui d'un homme dont la tête, les mains et les pieds ont été coupés. Difficile dès lors d'identifier la victime. Les enquêteurs mettront 3 mois avant d'identifier le cadavre. 3 mois avant de révéler que le corps est celui du maçon du village, Yves Bourgade. Et comble de l'horreur, c'est sa femme Florence qui est accusée de l'assassinat. Mais pourquoi Florence aurait-elle tué son mari? Pourquoi aurait-elle découpé et brûlé son corps? Retour sur la vie d'un couple, en apparence tranquille. Les Bourgade et leurs 3 enfants se sont installés à Moigny-sur-École 3 ans avant le drame. Ils ne font jamais parler d'eux. La famille loue cette belle propriété. Florence est mère au foyer. Yves travaille à son compte dans le bâtiment. C'était quelqu'un de jovial, c'était quelqu'un d'aimant la vie, prenant la vie vraiment par tous les bouts, quoi. Yves était quelqu'un d'ouvert, gentil. Je ne peux pas dire de mal de lui, je veux dire, je ne l'ai jamais vu violenter ses enfants, ni sa femme. Bon, c'est au fil des mois et des années que j'ai vu qu'il buvait, quoi, qu'il sortait beaucoup. À 44 ans, le père de famille apprécie les soirées bien arrosées et les virées en boîte de nuit. En apparence, Florence n'y trouve rien à redire. Elle laisse faire son mari. Ça ne le gênait pas de la planter un vendredi soir et puis de partir pour tout un week-end. Et elle préparait ses affaires sur le dossier du canapé. Elle lui mettait son caleçon, ses chaussettes. Et puis il partait. Florence, de toute façon, quand elle nous retrouvait dans les repas de famille, elle acquiesçait complètement. Elle disait, mais il faut qu'il s'amuse, ce petit chéri, il travaille dur, il a besoin de se détendre, donc c'est tout à fait normal. Et puis le grand mot qu'ils avaient tous les deux, faut qu'il aille voir ses petites caillettes, quoi. Ça nous a toujours fait rire, ce mot caillette, quoi. Des aventures, Yves en a beaucoup, mais rien de sérieux. Sa femme Florence est au courant, elle ferme les yeux pour sauver son couple. Mais la jalousie a peut-être été trop forte. Elle a subi pendant des années des vexations. L'adultère, l'alcoolisme. Et elle a tout pris sur elle pendant des années, faisant toujours bonne figure, donnant toujours l'impression que tout allait bien, qu'elle pardonnait, que c'était pas grave, que c'était pas important. Alors qu'au fond d'elle-même, elle était minée par cette situation. Et l'hypothèse, c'est qu'à un moment ou un autre, ça explose. S'agit-il alors d'un crime passionnel? Les faits se déroulent pendant les vacances de février 2004. Le mercredi 25, à 7 h du matin, Florence appelle une voisine pour lui demander d'amener les enfants chez sa sœur. Elle veut éloigner les petits, car une dispute vient d'éclater à la maison. Yves la quitte pour une autre femme. Le lendemain, le jeudi 26 février, Florence se rend à la gendarmerie pour signaler l'abandon du domicile conjugal. Monsieur, je viens lui voir parce que mon mari a disparu, je ne sais pas du tout où il est, je suis super inquiète. Le jour suivant, le vendredi 27, on retrouve le cadavre mutilé sur le parking de Chanqueuil. Mais à ce moment-là, personne n'imagine qu'il puisse s'agir d'Yves Bourgade. Ni les gendarmes, ni les proches. Tout le monde pense, comme Florence l'a dit, qu'il est parti refaire sa vie. Quand elle m'a dit il est parti, oui, il est parti. Et même quand vous avez entendu parler du corps qui est retrouvé à Chanqueuil, non. Moi, je n'ai pas pensé une seule minute que ça pouvait être lui. Quand on a appris qu'Yves il était parti, j'ai presque souri. J'ai dit c'est un canular, c'est peut-être une incompréhension, il a peut-être fait une escapade, mais j'ai pas eu d'état d'âme à ce moment-là. Et puis quand même, au bout de 2-3 jours, je vais pas dire que je me suis inquiété. J'ai dit là, il exagère un petit peu de ne pas donner signe, surtout à sa maman et ses enfants. Les semaines passent, Yves ne donne aucune nouvelle, mais personne ne fait encore le lien avec le cadavre mutilé. Florence continue de se montrer rassurante avec sa belle famille. Yves finira bien par revenir, dit-elle. Mais en même temps, elle prend une décision qui intrigue.
Elle demande à la comptable de liquider l'entreprise de son mari. Et là, les soupçons commencent à planer. Il semble qu'elle s'organise très vite, comme si elle savait que son mari ne reviendrait jamais. C'est un appel à la banquière le lendemain, c'est un appel à la comptable pour que la société soit mise en sommeil ou liquidée. C'est contradictoire. On ne peut pas supprimer tout à coup l'outil de travail de son mari, alors que par ailleurs on dit qu'il va revenir d'un jour à l'autre. C'est l'attitude de quelqu'un qui sait qu'il ne reviendra pas. Faux. Selon l'avocat de Florence, si sa cliente ferme l'entreprise, c'est que les comptes n'étaient pas florissants. Qu'est-ce qu'elle va faire? Non pas comme une femme dont le mari a disparu, elle réagit comme une femme qui a été abandonnée. Elle dit on arrête l'hémorragie financière, donc elle appelle la banquière en disant on bloque. Je vous rappelle qu'ils ont 2 mois de loyer de retard à l'époque et qu'ils n'arrivent pas à le payer, ils n'y arriveront donc en plus jamais. Elle appelle la banquière, elle appelle la comptable en disant les charges sociales ça court et ça court très cher, donc on arrête tout. Mais après la famille, ce sont les gendarmes qui commencent à avoir des doutes sur le comportement de Florence. Elle leur signale 2 cambriolages en 1 mois. En se rendant sur place, ils constatent que rien ou presque n'a été volé. Mais à chaque fois, Florence s'arrange pour qu'ils entendent un message sur son répondeur. Ces cambriolages paraissaient un peu étranges. On avait un petit peu l'impression qu'elle avait appelé pour un des 2 cambriolages simplement pour que les gendarmes entendent un message téléphonique laissé sur le répondeur qui semblait provenir d'une voix d'homme, difficilement compréhensible, lointaine, mais qui commençait par « Bonjour ma chérie », comme s'il fallait accréditer l'idée qu'il était toujours vivant et qu'il était parti très loin. Tout ça intrigue un peu les gendarmes et ils vont avoir l'idée de vérifier si le corps sans vie découvert le 27 février ne serait pas par hasard le corps d'Yves Bourgade, ce qui va être fait. On fera un prélèvement ADN sur la sœur d'Yves Bourgade, on a bien sûr un prélèvement ADN du défunt et on va constater qu'effectivement c'est bien lui. Le corps retrouvé est bien celui d'Yves Bourgade et les gendarmes suspectent aussitôt sa femme. Ils décident de la mettre sur écoute. Ils apprennent alors une information qui renforce leurs soupçons. Florence est sur le point de déménager avec ses 3 enfants dans le Berry, alors que l'année scolaire n'est pas terminée. Les enquêteurs en déduisent qu'elle cherche à s'enfuir. Moi, j'ai l'impression qu'elle commençait à sentir que les choses n'étaient pas aussi simples. Elle sentait la suspicion de plus en plus lourde de la famille d'Yves. Et je pense qu'elle a décidé de précipiter un petit peu son départ. Et c'est ce que les policiers ont ressenti. Jamais elle s'est cachée du fait de déménager. C'était pas une fuite? Absolument pas. Je pense que si elle avait fui, personne n'aurait été au courant. Mais là, on était quand même un bon nombre de personnes à savoir qu'elle allait partir dans le Berry. Hein. Elle avait même demandé aux institutrices de préparer tout ce que les enfants avaient pu faire pour le transférer dans les futures écoles des enfants. Donc si elle avait voulu fuir, nous en aurait pas parlé. Quelques jours avant son départ, Florence est interpellée par la police judiciaire de Versailles et mise en examen pour assassinat. Je suis persuadé qu'à 8 jours près, s'il n'y avait pas eu peut-être l'ADN et ensuite la mise sur écoute, donc Florence aurait déménagé et on n'était pas loin du crime parfait. Dans leur enquête, les policiers vont découvrir des indices troublants. Pendant son interrogatoire, Florence nie le meurtre, mais elle commet une erreur. Elle livre un détail que seul un témoin pouvait connaître. Elle répondra « C'est horrible ce que vous me dites, vous pensez quand même pas que j'ai tué mon mari, que je l'ai coupé et que je l'ai abandonné nu à cet endroit-là. » Or, personne ne lui avait dit que le cadavre était nu. Sous le corps mutilé, les policiers trouvent un 2e élément à charge, un mégot de cigarette. Il se trouvait dans la bâche qui entourait le cadavre. On va découvrir que le mégot de cigarette trouvé à proximité immédiate du corps, pratiquement sous le corps, est un mégot de cigarette qu'on avait analysé. Il y avait 2 empreintes ADN, une empreinte d'Yves Bourgade, c'était son sang, et une empreinte féminine, qui était de la salive.
On va faire en urgence une comparaison et on va constater que l'empreinte ADN est celle de son épouse. Alors il y a 2 explications possibles, enfin 3. Ou elle est coupable et stupide, mais quand on a pris tant de précautions, jeter un mégot, moi je trouve ça un peu moyen. 2, quelqu'un l'a mis volontairement, c'est la thèse du complot, à laquelle personnellement je ne crois pas. En revanche, que ce mégot se soit trouvé sur cette bâche parce qu'il y avait du goudron qui avait collé dessus, nous le savons par l'expertise, et que ce mégot soit à un moment donné découvert, ça ne me paraît pas surprenant. Quand on était dans la maison, elle écrasait ses cigarettes dans un cendrier, mais des fois, quand on était à l'extérieur, elle les jetait par terre, elle écrasait avec le pied. Donc, le mégot a pu rester collé à la bâche. Ça, le mégot, c'est léger comme preuve, hein, quand même. Hein. Le domicile des Bourgades est perquisitionné, et là encore, les policiers trouvent des indices accablants. Ils utilisent du Blue Star, un produit pouvant détecter des traces de sang, même nettoyées. Ils en tirent une certitude, le crime a été commis dans la maison. On va trouver du sang en grande masse dans la chambre conjugale, sur le sol, sur les plinthes, sur un extincteur qui se trouve dans la pièce. Tout ce sang va être trouvé à l'intérieur de la maison, ce qui va amener la conviction absolue que le meurtre, qui par définition a provoqué d'abondantes hémorragies, évidemment, tout ceci s'est passé dans la maison. C'est sûr que si on se fait le film, le scénario, donc il y a eu Yves aurait été tué dans la chambre, peut-être découpé, c'est facile par rapport aux enquêtes de police avec leur crémescope et puis leur Blue Star, de voir des taches de sang un peu partout. On arrive tout à fait à s'imaginer cette scène de crime avec tout ça, quoi. Alors, que s'est-il passé dans cette maison le jour du drame? Comment Yves est-il mort? Et pourquoi Florence se serait-elle acharnée sur son cadavre en le mutilant? Pour l'accusation, tout porte à croire que le drame se serait déroulé dans la chambre conjugale le mercredi 25 au matin. À ce moment-là, Yves annonce à Florence qu'il la quitte pour vivre avec sa maîtresse. La dispute aurait mal tourné. On peut imaginer que Florence Federley l'a tué à ce moment-là. De quelle manière? Il y a un extincteur qui porte une trace de temps. Ça peut être une façon... c'est horrible, mais on n'a pas retrouvé la tête. On ne sait pas par conséquent si la tête a subi des dégâts, s'il a été tué par cela. C'est après avoir tué son mari que Florence aurait appelé sa voisine pour lui demander d'amener les enfants chez sa sœur. Elle n'ira les rechercher que 2 jours plus tard, le temps peut-être de mutiler le corps de son mari. En coupant la tête et les mains, pas d'empreinte dentaire ni d'empreinte digitale. Florence empêchait ainsi l'identification du cadavre. Mais alors pourquoi avoir coupé les pieds? Il n'y a pas de raison, parce que les pieds, a priori, ne sont pas un indice d'identification. Or, et c'est accablant pour elle, or, il apparaît du dossier médical d'Yves Bourgade qu'il avait eu un grave accident à la cheville, qu'il avait été opéré, qu'il avait donc une grande cicatrice sur la cheville et une plaque à l'intérieur de la cheville. Vous le savez, ces plaques sont numérotées. On remonte très facilement au chirurgien qui les a utilisées et donc au patient. Ce qui veut dire que la personne qui a fait ça, pour éviter l'identification, n'avait pas d'autre choix que de couper également les pieds pour être sûr qu'il ne soit pas identifié. Qui savait qu'il avait une cicatrice? Qui savait qu'il avait une plaque dans la cheville? Très peu de gens, dont elle. Dans la nuit du 26 au 27, Florence se serait débarrassée du corps. Elle l'aurait transporté jusqu'au parking afin d'y mettre le feu. L'an dernier, Florence est condamnée à 20 ans de prison pour meurtre. Mais la jeune femme clame son innocence. Elle fait appel. Le 2e procès s'est tenu la semaine dernière devant la cour d'assises du Val-de-Marne. Malgré la douleur, la famille de la victime assiste à ce nouveau procès avec l'espoir que Florence passe enfin aux aveux. La mère de l'accusé, quant à elle, attend un acquittement. Son avocat veut démontrer aux jurés qu'aucun élément ne prouve la culpabilité de sa cliente. Il n'y a rien de pire que la paresse des juges pour provoquer les erreurs judiciaires, la paresse intellectuelle, je parle, c'est-à-dire la théorie des évidences. On condamne parce qu'on n'a pas trop d'autres possibilités, d'autres idées, d'autres pistes. Dans ce dossier, il n'y a que des questions, il n'y a quasiment pas de réponse. Ce qui n'interdit à personne de dire qu'elle est coupable et de demander sa condamnation à 20 ans. C'est ça l'erreur judiciaire. Première incohérence soulevée par la défense, les mutilations.
Florence n'avait aucune raison de couper les pieds de son mari, car ses chevilles n'auraient pas permis son identification. Mais il n'avait plus de plaques dans les chevilles. On était plusieurs à le savoir. Une autre personne qui a témoigné aussi, son ami qui emmenait Yves, savait aussi qu'Yves n'avait plus cette plaque dans la cheville. L'histoire de la plaque, c'est du vent. Il a eu du matériel d'ostéosynthèse bien des années avant, qui, une fois que son os a été soudé à sa cheville, a été enlevé. Je ne connais pas le mot pour dire l'ablation, mais il a été enlevé. Il restait une vague, une toute petite vis dans sa cheville. L'effet d'audience de Jean-Alain Michel était une pure merveille qui démontre son grand talent et son grand sens de la propos. Il n'y avait pas de plaque. Deuxième interrogation, pourquoi Florence aurait-elle déposé le cadavre à 8 km seulement de chez elle? Une erreur grossière pour une meurtrière qui aurait su se débarrasser de la tête, des mains et des pieds du cadavre, qui n'ont d'ailleurs jamais été retrouvés. Cette personne qui a réussi cette chose extraordinaire de tout faire disparaître dans un temps record, en moins de 48 heures, va mettre un corps en bordure d'une route où tout le monde le voit. D'ailleurs, 13 personnes le voient entre le moment du début de la combustion et le moment de l'intervention des gendarmes. Donc comme on dit qu'elle est très intelligente, très comédienne, très calculatrice, là sur ce coup-là, je la trouve quand même, si c'est elle, je la trouve quand même légère. Hein, d'aller à un quart d'heure de chez nous et le mettre en plein milieu sur un parking où tout le monde va le voir tout de suite, là, sur le coup, elle n'est pas futée. Hein. Troisième hypothèse contestée par la défense, la cause même de la mort. Florence n'aurait pas eu la force physique de porter les coups qui ont tué son mari. Le légiste a bien confirmé que la cause de la mort est une fracture des 5e et 6e vertèbres dorsales, éclatement de la rate, éclatement du foie, blessure mortelle qui ne peut être provoquée que par une chute d'un 3e étage environ ou par un camion ou un véhicule lancé à pleine vitesse sur le corps. Voilà. Et ce coup porté à la colonne vertébrale, a-t-elle pu le donner? Le légiste l'exclut. Je lui pose la question de savoir si un karatéka champion du monde poids lourd pouvait le faire. Il me dit même pas. Donc ça vient d'un choc cinétique, ça veut dire en mouvement extrêmement violent. Et je peux vous affirmer, je n'ai aucune réponse à cela. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Quatrième élément remis en cause, la date de la mort. Yves n'aurait pas été tué le mercredi matin au moment de la dispute, mais le lendemain, dans la nuit du jeudi au vendredi. Tout porte pour moi à croire qu'il est mort dans la nuit du 26 au 27. Tout d'abord parce que le commissaire de police, le premier intervenant, va écrire dans son premier rapport, nous sommes la première page du dossier, la mort remonte à 12 heures. Et il écrit ça en présence du légiste. Et cette nuit-là, Florence a un alibi. Elle dort chez sa sœur dans le même lit que ses enfants. Son avocat est formel, impossible pour elle de s'absenter à ce moment-là pour commettre le crime. Ils se sont tous couchés à minuit. Ils se sont levés à 7 heures. Entre minuit et 7 heures, elle a eu le temps de s'endormir avec son fils à côté, d'attendre que tout le monde dorme, de s'assurer que personne ne se réveille, de partir, de disparaître 3 heures, de revenir et de se rendormir comme une bienheureuse et d'être vue à 7h30 du matin en train de préparer le petit déjeuner à ses enfants dont elle venait de tuer le père, de découper le corps, de mettre à feu et d'abandonner à n'importe quoi. Mais il y a encore un élément plus troublant. Yves aurait été vu quelques heures avant sa mort à Fontainebleau par le patron d'un restaurant où il avait ses habitudes. Yves Bourgade, dans un établissement d'habitués à Fontainebleau, est vu un jeudi soir avec un bonhomme d'une 60aine d'années, vu pour la seule et unique fois par ce patron de bar. Moi déjà, ça m'interpelle. Les enquêteurs n'ont jamais retrouvé la trace de ce mystérieux inconnu qui aurait dîné avec Yves. Mais les proches de Florence avancent une hypothèse. Cet homme avait peut-être prêté de l'argent à Yves Bourgade, car le maçon était joueur et il avait beaucoup de dettes. Il devait de l'argent à des ouvriers qu'il n'avait pas payés, des gens avec qui il avait joué, qu'il n'avait pas payé non plus. Donc je pense qu'il avait fait de mauvaises rencontres et à un moment, il faut payer, quoi. Et je pense qu'il en a payé de sa vie. Alors, règlement de compte lié à une dette ou drame passionnel?
Sans aveu, impossible de savoir. Mais les jurés de la cour d'assises du Val-de-Marne doivent se prononcer. Vont-ils condamner Florence une seconde fois ou vont-ils la quitter? Lundi 26 mai, c'est l'heure du verdict. Florence est reconnue coupable de la mort de son mari et condamnée à 15 ans de prison. 5 ans de moins qu'en première instance. Pour la sœur d'Yves Bourgade, le verdict est un soulagement. On est satisfait qu'elle soit à nouveau reconnue coupable. Un peu déçu pour ses enfants qu'elle n'ait pas dit la vérité. Et puis aussi déçu pour elle parce que je pense qu'elle va rester jusqu'à la fin de ses jours avec ce poids sur la conscience et que c'est bien dommage qu'elle ne soit pas libérée de cela. Détail important, les jurés n'ont pas retenu l'intention de donner la mort. Florence est condamnée simplement pour violence volontaire. Mais pour sa mère, cela ne change rien. Elle croit toujours à l'innocence de sa fille. On n'y voit pas plus clair, mais nous allons tout faire pour prouver. Vous savez, les erreurs judiciaires, ça arrive. Ils ont tout enquêté à charge et nous, maintenant, on va s'occuper d'essayer de trouver la vérité, voilà, et de la réhabiliter. C'est tout ce que nous souhaitons.